Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Mais c'est encore sur un pay-per-view de l'année 2011, mais un coffret. Oui, un coffret de l'événement de l'année, car vous le savez tous très bien, une édition qui, qui passe une fois par an, chaque année, eh ben, c'est l'un des shows les plus attendus de l'histoire de la WWE en tout cas. Eh ben, je vais vous montrer directement. Et oui, je me suis un peu calmé avec les petits coups de gueule qu'il y a eu hier. Donc, WrestleMania 27. Un des éditions de WrestleMania 27 qu'on critique que c'est le pire de tous les temps. Il y a un côté de déception dans ce WrestleMania. Moi, sinon, la plupart des matchs, il y en a qui sont pas si dégueulasses. Mais après, il y en a oh, qui- à éviter. Il y en a qui préfèrent à éviter. Oui, quand je disais petit coup de gueule d'hier, c'est quand vous savez bien que Cinéphile, des WWE Réseau Souvenir, disait que je devais changer, enfin refaire la vidéo sur Kevin Owens, alors que j'ai déjà tout dit, j'ai tout dit en détail, et que selon lui, vous savez bien, je vous avais déjà dit hier, selon lui, j'avais fait plein d'erreurs. Et que j'avais dit, c'est vrai que j'avais dit en vidéo, de quoi? Pour qui? Quelle erreur? Lequel erreur que j'ai fait? Eh ben, il a pas voulu préciser. C'est quand je tourne la vidéo, il m'avait écrit un message en disant les erreurs des dates. Mais sauf que le problème, j'ai regardé la vidéo, j'ai écouté attentivement ce que je disais. Parce que faut savoir ce que à cette période, en plus ça faisait même pas encore un an que je débutais. Eh ben à cette période, je manquais un peu cruellement de motivation. Pourtant, je veux faire cette vidéo, mais dans ma voix, il y avait un manque de motivation parce que j'étais pas énergétique. Et que maintenant, pour être énergétique, eh ben, il faut que je me fasse une bonne blague ou, euh, ou échauffer les esprits. Mais sauf que échauffer les esprits, ça ne sert strictement à rien. Comme provoquer, ça sert strictement à rien. Parce que, comme je vous avais déjà dit dans la plupart de mes vidéos que j'avais fait, si tu provoques quelqu'un, on est une merde. Voilà, tout simplement. T'es une merde si tu provoques. Là, je ne vise pas une seule personne, hein. Je dis à ceux qui n'auraient pas compris le mémo. Et il faut dire, cinéphile, à chaque fois, il ne comprend même pas le mémo. Mais bon, j'ai regardé entièrement la vidéo et je me suis dit, mais attends, mais il se moque de moi. Je dis correctement les dates, mais il se fout de ma tête ou quoi? Il veut me prendre pour un pigeon. Donc, euh, donc non, j'ai cité tous les matchs, le reportage, les dates. Donc non, si tu regardes cette vidéo, je ne le referai pas. Parce que de dire que j'ai fait plein d'erreurs, apprends à lire correctement. Parce que si je dis tu ne captes rien du tout, alors que les dates, je les lis en traduisant, mais de dire que j'ai fait plein d'erreurs, alors que j'ai tout cité sur la carrière du bonhomme, comme j'ai dit, c'était de la mauvaise foi et c'est abusé. Donc non, je vais pas me faire ça. Et aussi, tu avais dit, fais-le pour moi car je suis ton ami, sinon j'aurais le cœur brisé. Et que j'avais dit, le cœur brisé, ah, mais attends, tu te prends pour une fille ou quoi? Si tu aurais le cœur brisé, ça veut dire que on t'a largué? C'est une expression, hein, c'est une expression, mais en revanche, c'est plus les filles qui ont le cœur brisé quand le garçon qu'ils attendaient être parfait, le garçon parfait, qui leur quitte du jour au lendemain pour une fille qui est on va dire une bonne bombasse. Ça, c'est quelque chose de cœur brisé. Mais moi, je suis pas un dieu pour toi. Je suis même pas ton mec, car déjà, je ne suis pas gay. Je ne suis pas homosexuel. J'ai rien contre les homosexuels, mais voilà. Je, je suis ni l'un ni l'autre.
Certes, je suis pour les filles, mais je suis discret. Je suis très très discret. Et que voilà, faut pas faire son cinéma. Et que quand j'ai tout dit en question et que j'ai tout cité en entier, ça veut dire que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de foutrement de recommencer. Mais bon, vous avez compris. Je sais que je le dis des fois en message, mais à mon avis, quand je le dis en message, eh ben, on comprend n'importe quelle langue. On comprend l'arabe, on comprend l'italien, on comprend l'espagnol, on comprend le français, on comprend l'anglais, on comprend etc. De langue, pardon. Même si je sais dans mes paramètres, j'ai vu qu'il y avait, on va dire, les Italiens qui ont rattrapé les Américains. Donc ça veut dire ils regardent mes vidéos. Et je me suis dit, wow, c'est incroyable! C'est incroyable, il y a des Italiens qui regardent, des Espagnols, des Américains. Et je suis foutrement bien étonné. Donc, je passe au coffret. Donc là, on voit bien les grosses affiches. John Cena, The Rock, The Miz, Undertaker, Triple H. Le Hall of Fame. Et tout le résumé, ce qu'il y a eu. Voilà. Toujours en français également. Les photos. Oh là là. Est-ce qu'on en parle de ce match? Franchement, non. J'ai vraiment pas envie de parler de ce match. Pareil pour Cena et le Miz, car il est une catastrophe sans nom, à savoir pourquoi. Donc vous allez peut-être comprendre tout à l'heure. Et l'incroyable match entre Triple H et Triple H, Triple H, Triple H et Triple H. Non, je déconne, hein, Triple H et l'Undertaker. Hein. Et pas Undertaker contre Undertaker, Undertaker. Si ça se trouve, même à WrestleMania, l'Undertaker pourra affronter lui-même. Hein. Comme dans un jeu vidéo. Et c'est pareil pour Triple H. Mais bon, ça c'était une blague à part, je faisais une blague. Donc le logo. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur, mais je vous le présente. Punk Orton. Edge Alberto Del Rio. The Rock. En tant que guest host. D'abord, je pense que la liste. Attends, il y a des. Attendez, il y a des petits bonus. Je vais les citer. Attendez. Attendez, où est-ce qu'il est? Les moments. Non, ça c'est ça. En bonus. Non, ça on viendra. Toujours un bonus. Moment de légende choisi par John Cena. Ah bon. Vous souhaite la bienvenue. Ouais, John Cena nous souhaite la bienvenue. L'ère d'Austin commence. Une invasion ou ouais, invasion de dégénération, de dégénérés, donc de dégénération X peut-être. L'homme du millénaire arrive à la personne de Chris Jericho. Voici ta vie. Ça c'est quand Mankind y souhaite la bonne anniversaire à The Rock. Terminator à SmackDown. Arnold Schwarzenegger, forcément. Cena Rock. Enfin, ouais, Cena Rock. The Red Snake, donc Texas Red Snake Stone Cold. Punition collective. Une boîte d'un coup. Jimmy se fait le patron. TLC 2, donc ça c'est pour l'affrontement WrestleMania 17 qui était pas mal. Le Rock dit, donc quand il fait The Rock Says, le jeu fonctionne. Cena, l'homme aux attentes, aux attentats du 11 septembre. Je crois que c'est là où il cite ben, les 2 tours jumelles de New York, hein, du 11 septembre, qui a eu lieu en 2002, je crois, ou en 2001. Non, c'est sûrement 2001, c'est sûrement 2001. Une nuit dont on se souviendra. Cena était
et ses débuts, pardon, à la WWE. Ça, c'est face à Kurt Angle. C'est mon heure, donc it's my time. Y2J entre dans l'histoire, c'est sûr qu'il rentrera dans l'histoire. On casse la baraque. Le visage du monstre, ça c'est quand Kane tire son masque. The champ is here. Encore John Cena avec le titre. John Cena et les milliardaires. Ça c'est quand je crois il parle avec les milliardaires. L'histoire d'un milliardaire chauve à la personne de Monsieur Beckman. Viva la razza, Eddie Guerrero. The Icon versus The Great One. The Rock contre Hulk Hogan. C'est sûr. Encaissé. Il y a des choses que je me rappelle, il y a des choses... Ah, pas trop quand même. On est de retour. Ray... tiens, la distance. Je pense qu'il parle de Rey Mysterio. Et... attendez. Non, c'est pas ça. You can see me. C'est catchphrase à John Cena. That's the bottom line. Stone Cold Steve Austin. Les légendes entrent en collision. Ce retour... Bret Hart. Ouais, le retour de Bret Hart à Raw. Shawn Michaels prend sa retraite. Ça, c'était à Raw aussi, qui nous a tous marqués. Hommage aux troupes militaires. Ça, la WWE fait à chaque fois des hommages aux militaires qui se sont battus et qui sont morts au combat. Pour leur rendre hommage, eh bien, ils font des matchs de catch pour ça. John Cena est le mot de la fin. Ça, c'est quand il ajoute un dernier mot à la fin. Mais voilà. Donc ça, c'est quand, on va dire, les catcheurs, ils font des combats à chaque fois en Irak pour rendre hommage aux militaires et aussi aux militaires présents. Donc pour celui-là. Et j'en ai assez de dire ça. Maintenant, je passe directement au Hall of Fame. Et après, peut-être que je passerai au bonus. Ouais, je passerai au bonus. Tout d'abord, les intronisés du Hall of Fame. The Accent Jim Duggan. The Bullet Armstrong. Sunny. Abdullah the Butcher. Legion of Doom. Oak Animal. Drew Carey. Et surtout, le plus attendu de tous, Shawn Michaels. Et que parmi les mecs qui nous a plus épaté l'histoire, c'est sûr c'est Shawn Michaels. Car vu comment il avait pris sa retraite en 2010, et que maintenant il se fait introniser, mais il travaille toujours pour la WWE. Malgré tout, il était en plein grand projet avec la WWE. Même s'il suffisait pas de catcher, mais voilà, vous avez au moins compris. Et que je me rappelle que Triple H, c'est lui qui a introduit son ami. Et il nous raconte des anecdotes comme quoi un coup qu'il était revenu en 2002, il a vraiment pris froid, il a vraiment... pas froid, hein, j'ai pas dit froid, il a vraiment pris en foi de revenir et de devenir encore plus fort qu'avant. Et aussi lors d'un match face à Kane, lorsqu'il avait saigné de l'œil, et ouais, je crois que c'est ça, où il avait saigné de l'œil et qu'il avait commencé à loucher d'un œil. Donc ouais, à cette période-là, il avait les yeux absolument chelous, il louchait d'un œil, et que et que Triple H en fasse une vanne dessus en faisant les yeux qui louchent. C'était une petite vanne, c'était vraiment une petite vanne. Et que derrière tout ça, il y avait la famille de Shawn Michaels qui était là. Son père, sa mère, sa femme et ses 2 enfants. Et c'est là où il arrive aussi. Il fait un long speech où il parle tout sous sa carrière. Et je crois qu'il ne parle pas de sa fin.
Il parle pas de la fin de sa carrière, mais ce qu'on va retenir de Shawn Michaels, c'est qu'il aura été l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Un qu'on a su aimer et détester à la fois, et qu'il aura marqué l'histoire à tout jamais. Donc c'est donc ça qu'on va retenir de Shawn Michaels. La plupart du Hall of Fame, des fois, ils étaient très très longs, mais c'est pas non plus le plus mémorable. Mais il faut dire avec l'introduction de Shawn Michaels, c'en est tout aussi très mémorable. Alors maintenant, je passe au bonus on va dire du kick-off. On peut appeler ça du kick-off. Attendez, voilà. Alors, le premier match en kick-off, après il y aura le deuxième. Sheamus contre Daniel Bryan pour le titre des États-Unis. Très court ce match. Vraiment, je vous dis, il est très très court ce match-là. Car. Ah ouais, en plus c'est un match des bûcherons. Donc ça veut dire que les bûcherons s'en mêlent. Les bûcherons s'en mêlent. Et qu'après qu'il va y avoir une bagarre générale, eh ben, les bûcherons, ils vont venir au ring, ils font un peu le bordel. Et du coup, ça crée un match nul. Même si ça aurait pu être disqualification, mais il n'est pas marqué disqualification. Et que c'est là où je crois le general manager, je ne sais pas si c'était Teddy Long ou Vicky Guerrero peut-être, qui annonce comme quoi ce serait une bataille royale. Et en plus il est marqué là, bataille royale, et que c'était pas pour le titre, mais tout ce que je sais c'est que Sheamus il conserve son titre et qu'il n'a pas besoin de perdre aux batailles royales. Et après la plupart des bûcherons qui se font éliminer, eh ben, il restait plus que Great Khali contre Sheamus. Et à la fin, qui va se faire éliminer? Ben justement, Sheamus. Et que Great Khali remporte la bataille royale alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, aucun sens. Vraiment aucun sens ce Rumble. Bien sûr, c'est pas le Royal Rumble, mais la bataille royale n'a aucun sens. Donc Great Khali leur a gagné quoi? Ben, rien du tout à la fin. Il a gagné le Rumble pour rien finalement. Et du coup, ce match-là, enfin ce bataille royale, il était moyen. Je vous le cache pas, il était très moyen. Ou même voir le nom du vainqueur, pas terrible. Je dis pas ça par haine envers Khali, c'est juste que j'aime pas ce qu'il fait sous le ring, tout simplement. J'aime pas ce qu'il fait sous le ring. Et aussi, c'est pas très top aussi. Une manière lente, méthodique et pas très énergétique. Donc ce match-là, pour raison, je le mets 3. Je suis un peu méchant, mais je le mets 3. Et c'est un petit peu comme ça. Ouais, l'histoire de Edge entre Edge et Alberto Del Rio. Bref, passons. Alors, tout d'abord. Le premier DVD, parce que je suis passé au DVD 2, mais j'ai dû citer le 3. Kieran Hilson interprète American of the Beautiful. The Rock, le guest host de WrestleMania, c'est quand il ouvre le show, il est présent dans le coffret de The Rock, The Epic Journey. Donc c'est là où il hype la foule. Donc avec beaucoup énergitivité, je sais plus comment on le dit, mais voilà, avec beaucoup d'énergie parce que il est très énergétique un coup qui commence aussi à parler, il est un peu comme moi, mais sauf que lui, il s'exprime très très bien par rapport à moi. Et qu'il nous souhaite une bonne soirée, mais après, je croyais qu'il va pas gâcher la plupart de la soirée, parce qu'il faut dire, le début, ça peut aller, mais la fin, ah, quel gâchis. Quel gâchis. Donc je passe à ça. Le premier match de l'ouverture, parce que on était passé aux deux matchs kick-off pas top, mais là, on passe vraiment au premier match de la carte principale. Edge contre Alberto Del Rio. Oui, pour le titre du monde poids lourd. Qui sera le dernier WrestleMania de Edge à cette période-là? Donc ce sera son tout dernier WrestleMania.
puisque vous savez les raisons. Vous savez sûrement les raisons sur Edge, à cause de sa blessure au cou. Et qu'il sera éloigné des rings pendant 9 ans. Quasiment 9 ans. Rendez-vous compte. Jusqu'à ce que, voilà, en 2020, 2021, 2022, il est au top. Malgré que des fois, il se blesse tout le temps. Donc, je crois qu'il devrait plus éviter qu'il se blesse tout le temps. Parce que on a peur quand une légende qui catch à plein temps peut faire n'importe quoi. Même si Edge, on sait que c'est pas un catcheur à plein temps, c'est plus un part-timer que catcheur à plein temps. Et que malgré que ce soit son dernier match, eh ben, il défend drastiquement son titre du monde poids lourd. Et que Alberto Del Rio, on sait bien que c'est une lumière prometteuse, mais que son heure ne sera pas arrivée. Honnêtement, il ne sera pas du tout arrivé. Et que malgré les renforts, petit renfort de Brodus Clay et de Ricardo Rodriguez, parce qu'on sait qu'il est capable de se mêler à tout moment, Ricardo. Edge prouve que malgré les interventions, il est focus sur son objectif, même si c'est pour torturer son adversaire, notamment en faisant un sharpshooter modifié qu'il appelle Edge Killer. Il avait déjà fait aussi un genre de topé suicidaire en sautant des cordes, mais c'est grâce à l'appui des cordes qu'il a réussi à faire ça, mais sinon, ça reste quand même risqué pour l'intégralité physique. Et que Alberto Del Rio n'a pas arrêté d'enchaîner le Juji Katame, mais que Edge sait s'en sortir des moments difficiles. Et qu'après, il en termine avec un ultime spear qui met directement fin au match en faisant le compte de 3. Et après, un coup qu'ils se sont occupés de Brodus Clay, Edge ou Christian, parce que Christian y était présent, et ben cette fois-ci, Edge décide de s'attaquer à la Rolls-Royce de Alberto Del Rio. Oui, parce qu'il avait réussi à avoir une Rolls-Royce. Et pour du coup, eh ben, Edge va commencer à lui donner des coups de pied, que ce soit à la porte, au pare-choc. Et il va aussi monter dessus, il va faire des descentes du coude, il va s'écraser dessus, jusqu'à ce que Christian il arrive avec des pieds de biche. Et ils vont commencer à rayer la voiture, casser une vitre, au grand désarroi d'Alberto Del Rio. Bref, c'était incroyable, ou pas du tout, pour certains, mais il y en a qui trouveraient ça incroyable. Et que ce match-là, ce sera en description, pareil pour Cody Rhodes et Rey Mysterio. Voilà. Mais voilà, donc ce match en description. Et maintenant, entre Cody Rhodes et Rey Mysterio, vous connaissez l'histoire. Cody Rhodes qui n'a pas digéré que Rey Mysterio lui a cassé son nez et le visage. Et qu'il a dû prendre un masque transparent. Car pour lui, porter ce masque, ça prive toute la beauté qu'il avait sur le monde, Cody Rhodes. Donc il se sent profondément détruit et qu'il veut faire payer au Luchador. Mais après, on sait bien que à travers le masque, on sait bien que c'est transparent et qu'on voit son visage, hein, mais on voit pas il est brisé. Il joue quelqu'un de très brisé. Et j'aime bien comment il surjoue, même en promo, en faisant la voix limite limite un peu à la manière de Cactus Jack ou Mankind si vous préférez. Donc il parle un peu comme un traumatisé, comme un peureux, on peut dire ça comme ça. Eh ben, je me rappelle des promos exactement mythiques de Cody Rhodes, la plupart, hein, mais pas tout. Hein. Et que là, il nous sortent un bon match entre lui et Rey Mysterio, et que après que Rey Mysterio lui a enlevé le masque de Cody Rhodes, eh ben, il utilise le masque alors que lui, il a déjà son propre masque à lui, Rey Mysterio, et qu'il était en mode Captain America.
s'il aurait mis en version mexicain, là ce serait Captain Mexico. Mais bon, il n'aura pas suffi face à la fougue de Cody Rhodes, que Cody Rhodes, il utilise sa genouillère, ou l'attelle de sa genouillère, pour le fracasser en plein crâne, et lui faire le crossroads. Donc c'est sûr, c'est victoire de Cody Rhodes, en description, voilà. Snoop Dogg dans la place. Et oui, Snoopy Doopy Dogg est à WrestleMania. Et il profite bien du moment, de l'instant, pour faire chauffer la foule. Donc il est vraiment à fond. Non, à vrai dire, il hype le match, c'est pour le match entre l'équipe de Big Show, Kane, Kofi Kingston, Santino Marella. Ouais, c'est bien ces gars-là. Contre The Core, donc Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Heath Slater et Justin Gabriel. Donc il nous hype le show et que c'est bien un match par équipe de 8 personnes. Mais bon, ça n'aura peut-être pas été utile, mais il aura hypé quand même le show, Snoop Dogg. Et que je me rappelle au début, ben, c'est Santino qui va aller au front. Et je sais pas ce qu'il a voulu faire, on dirait qu'il a voulu faire un coup de pied karaté. Donc c'est vraiment un coup de pied de Karate Kid et qui se fait allumer par Heath Slater. Ah, il arrêtera pas de me faire rire quand même, Santino. Donc il ne cessera jamais de me faire exploser de rire. Et même s'il n'y avait pas d'enjeu dans ce match, faut dire, ça a été, on va dire, un véritable régal pour ce match si vous adorez le côté comédique ou le côté un peu, je sais pas comment qualifier ça, mais de rugueux, on peut dire ça rugueux. Et pour The Core, c'est sûr, c'était une grosse perte d'avance, hein. Honnêtement, peut-être qu'une victoire sur Big Show, Kane, Kofi Kingston et Santino Marella aurait peut-être largement suffi pour leur carrière, mais ils sont condamnés à perdre. Et c'est pas pour me vanter, ils étaient condamnés à perdre. Donc j'annonce la couleur. Ils ont perdu le match face à justement l'équipe que j'ai citée. Équipe improbable. Et que ce match-là, 3,20. 3,20. Ensuite, un match que j'ai bien apprécié particulièrement. Peut-être pas CM Punk qui n'a peut-être pas apprécié ce match face à Orton, mais que j'ai bien apprécié. Et que la nouvelle Nexus était bannie des abords du ring. Par contre, attendez, car après, je vais vite revenir. Donc, on se rejoint à tout de suite. Donc, voilà, je suis de retour. J'ai dû faire un envie pressant et un peu m'hydrater. Ça fait 2 fois ou plusieurs fois que je fais ça, mais voilà. Vaut mieux un peu faire la grosse commission. Et l'hydratation quand même. Donc, je parlais du match entre Randy Orton et CM Punk que j'ai cité dans le coffret de l'évolution d'un prédateur, que j'ai déjà noté, et que je me rappelle qu'il était plutôt bon, et que même si ça déplaît à CM Punk, mais j'ai très bien apprécié ce match-là. Car je me rappelle des petites histoires qu'il y avait entre Punk et Orton. Punk le reprochait d'avoir, on va dire, coûté ses chances d'être un très bon champion du monde poids lourd, car on se rappelle de l'attaque à Unforgiven 2008, où il s'était fait attaquer par la Legacy qui s'était même pris un pun kick, alors que Kofi Kingston venait à sa rescousse. Et pour se venger, CM Punk, lui, décide de l'attaquer verbalement, notamment en mentionnant son véritable prénom, qu'il appelait tout le temps Randall. Donc Randall, c'est le vrai nom de Randy Orton. Et il avait déjà mentionné son véritable prénom. Et aussi, je me rappelle qu'il avait menacé de visiter sa femme dans le bus. Mais en vérité, c'était une ruse.
car il avait attaqué Orton par derrière avec une barre de fer, et qui lui avait dit tu ne me mettras plus un coup de pied dans le crâne cette fois-ci, tout en faisant, vous avez, vous avez peut-être compris ce que CM Punk voulait en venir. Tu ne me mettras plus de coups de pied dans le crâne, car cette fois-ci, tu es, euh, tu es à ma merci, et que c'est moi qui va ressortir grandi de cette rivalité. Et avant de partir, ben, il fait un bisou d'adieu à la femme de Randy Orton. Pas qu'il lui a embrassé, mais en fait, il lui fait comme ça. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais voilà. Donc ça va leur mener leur rivalité. Il y en a qui diront que c'est pas top. Moi, je dirais qu'il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Il y en a qui préféreraient Randy Orton en tant que sadique, d'autres qui préféraient en tant que face. Ça dépend de vos goûts et vos couleurs, car ça ne se discute pas. Et CM Punk, il évitait aussi le RKO. À chaque fois, il évitait le RKO et il évite tout de suite à tout prix le pun kick. Mais quand il a fait un springboard, c'est sûr, il ne pourra pas esquiver le RKO qui l'attendait au tournant. Donc, vous voyez, c'est Randy Orton qui le bat avec un RKO. Et ce match en description. Ensuite, dans les coulisses, The Rock avec Minjin Okerland. Donc, il parle avec Minjin en disant qu'il est content de le voir. Bref, il est content de voir tout le monde. Même les légendes qui étaient autour de lui, eh bien, il adorait de parler. Et je crois qu'il y avait même aussi l'humoriste américain, je sais plus comment il s'appelle, mais on dirait une caricature de Mr Bean. On dirait une caricature de Mr Bean qui s'habillait comme John Cena en faisant le pitrerie et que The Rock dit c'est bon, tu vas arrêter, ça suffit. Alors que l'autre il continue en faisant Bref, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. La classe 2011 de Hall of Fame, donc on nous accueille tous les membres du Hall of Fame, et le dernier et non le moindre, Shawn Michaels, qui aura marqué ben, son entrée au Hall of Fame et d'autres pas du tout. Mais il était bien présent à WrestleMania. Vu comment c'est Mr. WrestleMania, il en a jamais raté de WrestleMania, à part quelques-unes. Pas quelques-unes, mais de toute façon, en coulisses, on sait qu'il est tout le temps présent, de toute façon. Et ensuite, le match d'horreur. Le match que j'ai du mal à garder dans mon cœur. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. En plus, en spécial arbitre renforceur spécial, Stone Cold Steve Austin. Donc Stone Cold Steve Austin qui arbitre le match le pire en plus. C'est vraiment le match le plus nul à chier. Franchement, qu'est-ce qu'il était nul. Oh là là, j'en ai des nausées rien qu'à voir cette merde. Franchement. Donc vous avez compris, Jerry Lawler contre Michael Cole. Vous voulez savoir la storyline? Et vous allez peut-être vous régaler. Ou pas du tout, ça vous dépend de vous. Ben, vous vous rappelez du General Manager anonyme avec un ordinateur qui a eu lieu dans les années 2010. Au final, le concept était intéressant de savoir qui se cache derrière le General Manager anonyme. Mais après, on avait compris que cette idée est peut-être trop répétitive. Car même en plein match, enfin, quand les catcheurs catchent, eh bien, il y a tout le temps la sonnerie de, du son Apple de l'ordinateur portable ben, qui résonnait dans toute la salle et à chaque fois ça créait ben, un sifflet dans chaque salle américaine. Donc vraiment, on en avait ras le cul de ce, de ce soi-disant général manager anonyme qui envoie des messages, on ne sait pas d'où vient à la va-vite. Et qu'après on apprend que les bookers, ils se sont perdus dans l'écriture et qu'on apprendra à la fin que c'était Hornswoggle. Et je me suis dit, c'est une blague. C'est vraiment une putain de blague.
ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a vraiment aucun sens du tout. Mais bon, leur petite rivalité à Michael Cole et Jerry Lawler, vous voulez la savoir? Eh ben, la WWE avait un peu misé sur... enfin, ils avaient pris dans la storyline, alors que leur rivalité est totalement inutile. Franchement, il est vraiment inutile. À quoi ça sert de nous faire une rivalité impressionnante entre deux commentateurs, bon, un qui savait catcher, mais l'autre, oh là là, quel progrès de merde, franchement, quel progrès de merde. C'est vraiment euh, une parodie de catch de mes deux. Donc en gros, ils ont misé sur, enfin, ils ont misé sur cette storyline parce que la mère de Jerry Lawler, Hazel Lawler, qu'elle s'était fait éteindre. Donc en gros, elle est, euh, elle est décédée, la mère de Jerry Lawler, et que Michael Cole avait dit en plein match, parce que ça c'était Dr Wrestling qui disait ça. euh, il avait dit en commentaire, pour s'attirer les foudres, que si la mère de Jerry Lawler a perdu la vie, c'est parce que son fils avait perdu le match face aux Miz. Ou encore, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Jerry Lawler avait fait aussi un premier temps une crise cardiaque et qu'il a failli perdre la vie. Et que miraculeusement, il est toujours en vie. Et que Michael Cole, il en profitait pour faire une vanne. Bien sûr, c'était voulu de la part de la WWE, vu comment ils essayent de faire une rivalité entre deux commentateurs. Entre un qui est totalement détestable, arrogant et qu'on veut pas l'entendre, tandis qu'on a un vétéran, euh, une légende tout simplement, qui cherche à sauver son honneur à la personne de Jerry Lawler. Et du coup, on sait bien que Michael, il s'est fait pas mal de hits de la part du public et qu'il avait achevé sa mission, même si on apprend plus tard que c'était une idée de Jerry Lawler qui voulait que Michael Cole disait à l'antenne. Bref, c'est quand même bien dégueulasse pour moi. Et aussi, qui était en charge du booking pour booker le match entre Michael Cole et Jerry Lawler? Vous allez peut-être pas me croire, ou alors vous allez peut-être être surpris, mais c'était Dean Malenko. Et quand on entend le nom de Dean Malenko, je me suis dit, non, pas lui. Pas, pas après tout ce qu'il a fait pour le monde du catch, alors que c'est un très bon catcheur. Il peut pas booker une telle merde pareille. Parce que déjà, cette rivalité, elle est terrible. Ça tourne vraiment en ridicule. Euh, Ça me ferait même pas rire, honnêtement. Surtout qu'on utilise la mort dans le catch. Alors que ça a de très très mauvais goût. Et du coup, on se rappelle de Michael Cole qui n'arrêtait pas de tailler Jerry Lawler, même Jim Ross, et qu'il avait aussi critiqué F. Torres aussi. Il avait critiqué F. Torres. Il avait pas mal ouvert sa gueule, ce type-là. Et aussi, à cette époque-là, on peut dire que c'était un fanboy du Miz. Et qu'il était rangé aux côtés de... Merde, comment il s'appelle? Jack Swagger. Donc il était rangé de côté de Jack Swagger, en faisant des pitreries. Il avait la tenue de lutteur amateur. Et il avait le casque pour les oreilles, pour éviter d'avoir des oreilles en chou-fleur. Et résultat, le match, j'ai pas envie trop de raconter. Parce que déjà, même Stone Cold Steve Austin, il était outré. Il se demande qu'est-ce qu'il fout à arbitrer une telle merde comme ça. Car je suis sûr que même lui ne prenait pas du tout ce match au sérieux. Et à la base, ça devait même pas être Stone Cold Steve Austin. À la base, ça devait être JBL. Mais il a fallu qu'ils ont gardé Stone Cold Steve Austin. Bref. Et en plus, je me rappelle que qu'il y avait des botches. Il y avait des botches. Michael Cole faisait que de la merde.
euh, il, il catchait pas du tout crédiblement. Jerry Lawler, ça peut aller, mais malheureusement, ça sauve pas la route. Et que même si c'est pas non plus très dingue avec Jerry Lawler, même si je l'ai beaucoup critiqué de Burger King, ou encore de roi sadique, de roi grossier, de... Si je le veux, je pourrais même le dire le roi d'Agobert, qui a mis son pantalon à l'envers. Mais bon, ça c'est une blague à part, mais j'ai pas envie de trop de tailler sur Jerry Lawler. Eh ben je me rappelle qu'il fait une queue-lock, et en plus sous les yeux de Stone Cold Steve Austin qui voit bien, eh ben Michael Cole il abandonne, mais que je sais pas ce qu'il a Steve Austin, mais il, il valide le match à la dernière minute, et après ben on sait pas trop, mais le match est recommencé. Il est recommencé, et du coup ben Jack Swagger eh ben, il vient en aide à Michael Cole, donc il aide à leur remporter le match, et du coup ben, c'est Jerry Lawler qui remporte le match. Enfin, c'est Jerry Lawler. Non, c'est Michael Cole qui remporte le match. Oh là là, quel terrible. Oh, oh ben quelle horreur quand même. Donc, ce match est vraiment nul à chier, franchement. Oh putain, ce match-là, je sais pas ce que je vais le noter. En tout cas, c'est le pire de tous, hein, le match. C'est vraiment le pire. Mais je lui mets, attendez, je lui mets 2. Je lui mets à 2 parce que c'est pas un des meilleurs matchs. Voilà, c'est le pire de tous les temps. Même pire que n'importe quel début d'un certain catcheur. Mais il faut dire, Michael Cole, ce n'est pas un catcheur. Et ce match est totalement nul à chier, franchement. Là, malgré un show qui nous a beaucoup buté, et ben là on arrive à du lourd. Entre l'Undertaker et Triple H. Match sans aucune prise interdite. Là, c'est sûr, ça sauve un peu WrestleMania, même si, honnêtement, c'est pas eux qui doivent faire le show pour réparer les bêtises et les conneries des bookers. Donc, c'est pas eux qui doivent payer les pots cassés. Mais putain, quel match. Quel match. En plus, on sait bien qu'ils ont reçu une amende parce qu'ils ont utilisé des coups de chaise en pleine tête. Et que même les légendes ne sont pas au-dessus des lois. Et qu'ils n'ont pas d'autre choix que se soumettre. Donc, voilà, on se rappelle des prises tentées, des Spinebusters, des Old School, des Last Ride Powerbomb, des Shockslam, des Face Crusher, tentatives de pedigree. En plus, Triple H, il avait fait 3 pédigris d'un coup, et à chaque fois, l'Undertaker, il relève son épaule. Et quand l'Undertaker avait fait son tombstone, Triple H, il relève l'épaule. Et quand il a voulu retenter une nouvelle fois, ben, Triple H, il lui vole la prise. Il a failli battre avec la propre prise de l'Undertaker, mais l'Undertaker robuste, il relève toujours son épaule. Et c'est là où Triple H va chercher sa massue, sa meilleure amie. Il veut lui donner et offrir un sacré coup au Deadman. Mais finalement, ben, l'homme mort, il coince Triple H dans sa prise qu'il nomme le Hell's Gate ou le Gogoplata. Et après que Triple H aura lutté pour essayer de s'en sortir, mais sans succès, car l'Undertaker, il a mis toutes ses forces, tous ses espoirs envers le Hell's Gate, et que Triple H ne peut pas se débattre, car sinon s'il se débat, eh bien, il se ferait guillotiner, décapiter et étrangler violemment, et qu'il n'a pas le choix d'abandonner, et c'est victoire de l'Undertaker. Et après, on se rappelle de l'image mémorable. Le perdant se relève, mais le vainqueur ne s'est pas relevé. Et que l'Undertaker commence à vraiment être mal en point. Triple H aussi, vu comment il s'était fait mal au poignet lors du match. Et du coup, ben, malgré que l'Undertaker n'a pas su être sur ses jambes et à célébrer avec la foule, ben, le match était bon. Je ne vais pas vous le dire, peu importe ce que vous allez dire est négatif, mais je le trouve particulièrement bon. Et
Et du coup, bah, il part en genre de... Allez, vous voyez les petites voiturettes des techniciens pour allez, pour des structures avec des lumières, tout ça, etc. Ou même des transporteurs médicaux. Et ben, il part en genre de civière roulant à moteur. Même s'il était sur une civière, mais voilà, vous avez peut-être compris. J'ai pas trouvé d'autres termes, malheureusement. Voilà. Ce match en description, et c'est fin pour le premier DVD. Le DVD 3, ben, c'était fin. Maintenant, je passe au DVD 2. Et là, je passe au match mixte par équipe. Celui-là aussi, c'est pas du top top, malheureusement. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. John Morrison, Trish Stratus et Nicole Polizzi, qui est Snooki. Donc, on va dire une actrice de télé-réalité qui est Jersey Shore. Sur MTV, on se rappelle de cette émission assez borderline. Et qu'ils affrontent The Lay Cool et Dolph Ziggler. Avec dans leur coin ben, Vicky Guerrero. Pas grand chose à dire à ce match, honnêtement. Vraiment pas grand chose. Si ce n'est que, bon, le match était très moyen aussi, très moyen. Et que John Morrison, ben, il était un peu mécontent. À cette période, il était mécontent. Lui voulait que ce soit ben, Melina. Je crois qu'il était toujours en couple avec Melina. À la place de Snooki. Mais ils ont mis un match spécial, une actrice de télé-réalité avec une ancienne catcheuse et un catcheur qui était encore en activité, la personne John Morrison et Trish Stratus. Donc, bien sûr, lui s'attendait pas qu'il ferait équipe avec Trish Stratus, malheureusement, et que Snooki, elle a su nous montrer des petits côtés acrobatiques. Enfin, elle a su montrer ce qu'elle savait faire, même si c'est pas du top top sur le ring, malheureusement. Et que malgré qu'elle soit petite, un peu rondulée, elle a quand même des côtés de gymnaste athlétique. Et qu'à la fin, ça se termine avec John Morrison qui fait un Starship Pain sur Dolph Ziggler, je crois. On peut dire ça, on peut dire ça. Voilà. Donc c'est victoire de John Morrison, Trish Stratus, Snooki. Et ce match-là, ben, 3,20. Parce que sinon, au sujet des Lay Cools et un peu de Trish Stratus et Snooki, c'est un petit peu oubliable malheureusement. Mais entre Dolph Ziggler et John Morrison, ça peut nous donner du bon. Je suis sûr qu'ils étaient un petit peu bizarres à cette époque. Enfin, ils doivent se sentir bizarres d'être dans des matchs comme ça. Alors qu'ils méritent un peu mieux comme traitement. Ça, on le saura jamais malheureusement. Ensuite, bel main event. Le main event le plus catastrophique de tous les temps. À savoir, vous allez peut-être comprendre. Tout d'abord, ben, le Miz, je crois qu'il fait son entrée en premier. Avec les, les Awesome en ballon. Pour laisser faire place, pour laisser dire laissez-moi passer, je suis là, c'est moi la top star. Je suis le championnat WWE, j'ai tout ce que je veux pour moi. Je suis arrogant, je suis prétentieux, je suis tout ce que vous voulez. Laissez-moi passer. Je suis la top star. Tandis que John Cena, lui, c'était sous l'entrée de... On dirait une chorale d'église. Avec les personnes noires et blanches, je crois. Et que la plupart, ils étaient habillés en noir et rouge. Et que John Cena, ben, il a le t-shirt rouge et un peu de bleu et de blanc. J'ai pas envie trop m'attarder sur ses vêtements, si ce n'est que... Tout ce que je sais, c'est que John Cena voulait pas travailler avec The Miz. Parce qu'en fait, il voulait pas se motiver pour le Miz. Faut dire, quand tu as affronté l'adversaire la première fois, ou deux, trois, quatre fois, et tout ce que vous voulez savoir,
forcément, ça crée un côté de lassement. Et John Cena, je crois que lui, il a ressenti cet effet-là. Donc lui, il voulait pas travailler avec The Miz. Lui, il s'attendait à un match face à The Rock, direct. Donc lui, il voulait que affronter The Rock. Et aussi, vous savez bien, sur l'histoire de CM Punk, lui, il était un peu frustré qu'il n'est pas sous le main event du show. Car s'il avait été dans le main event du show, ça lui donnerait du prestige. Mais honnêtement, s'il avait été dans le main event, ce serait lui qui se ferait sacrifier. Et pas... et pas l'inverse. Donc le Miz a dû se faire sacrifier. Et bien sûr, il s'est fait un peu enterrer par John Cena, faut pas l'oublier. Car certains disent qu'il a voulu essayer de tuer le match dans l'œuf et aussi éviter de coopérer pour éviter de donner trop d'importance à The Miz. Ça, ce ne sont que des rumeurs, comme le disait Catch Club. Catch Club. Dr. Wrestling, pardon. Il y a des bonnes petits échanges, mais encore une fois, ça sauve pas la route. Honnêtement, ça sauve pas la route. On se rappelle des FU tentés, des Skull Crush Infinity tentés, STFU éviter d'être porté. Et après, on passe à l'extérieur. Le Miz, il subit un coup d'accord à linge et qui passe par-dessus la barrière. Et après, un deuxième temps, c'est toujours au niveau des barrières où le Miz est assis cette fois-ci, où il subit un énorme coup d'accord à linge et qu'il atterrit la tête la première sous le béton. Et que là, on apprend que le Miz, il a une commotion cérébrale. Et bien sûr, les deux hommes, ils se font, on va dire, décompte à l'extérieur un premier temps. Donc c'est un match nul. Enfin, c'est un match nul remporté par des comptes. Et que le Miz conserve son titre et John Cena, n'aura pas réussi à capturer le titre. Et c'est là où le Rock décide de venir. Mais en gros, il a un peu gâché le show. Donc il a mis son grain de sel là où il fallait pas, The Rock. Où il décide de recommencer le match. Et je vous dis, le premier affrontement, enfin, soi-disant premier affrontement, est une purge. Franchement, c'est vraiment une purge. Et en plus, il est présent dans le coffret de Cena versus Rock. Oh, putain. Je sais pas quelle note globale je l'ai noté, mais tout ce que je sais, c'est que c'est pas un des meilleurs matchs et que c'est une purge. Donc le match continue. The Miz et John Cena, ils vont jusqu'au ring, même si John Cena va allumer The Miz plusieurs fois. Même en montant vers le ring. Et c'est là où The Rock, il fait un rock bottom sur John Cena pour mieux, on va dire, lancer la grande rivalité. Voilà. Donc c'est juste pour annoncer l'effet de guerre, quoi. Et du coup, le Miz, il en profite à faire le tomber. Et il conserve son titre. Et c'est là où The Rock, il décide de rajouter une couche en faisant les claques du peuple à The Miz, en faisant un Spinebuster et en faisant le People's Elbow. Donc voilà. C'est tout. Victor de The Miz. Certes, il a su capturer un titre mondial, le Miz à cette période-là. Il n'a pas à rougir vu comment il a été dans le main event, mais il faut dire il a été, il a été sacrifié, il a été enterré à WrestleMania. Et quand je pense que CM Punk voulait être dans le main event, mais s'il aurait été dans le main event, ce sera lui qui se fera, comme j'ai dit, sacrifier. Et que le show se termine, et là ça commence avec les meilleurs moments de WrestleMania, et ça se termine là-dessus. Donc, terminé avec cette review. Franchement, c'est pas le WrestleMania que j'ai aimé. Franchement, c'est pas un des meilleurs non plus. Et que voilà, je reste sur ma faim. J'ai tout dit ce que je savais. Et le match entre The Miz et John Cena, en description, honnêtement. Pour ce qui est match, bonus, sainement, promo ensemble. Alors malgré que le coffret, il est brillant, il est joli, mais le match en lui-même, enfin les matchs en lui-même, ils sont un peu décevants. Et le show en lui-même, décevant aussi. Donc je lui mets un 3,50 malgré tout.
Pas de plus, pas de moins. Malgré que tout était parfait, mais sauf les matchs. Vous avez compris. Donc cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch qui a cité tout ce qu'il savait dans les coffrets. Si cette review et vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.